Emmanuel Macron a menacé l'Iran de mesures de rétorsion suite à l'annonce de l'inculpation des otages français en Iran, Cécile Collaert et Jacques Paris, d'espionnage pour le compte d'Israël, ce que la France dément. Alors que risque le couple et quelles mesures la France pourrait-elle prendre? Vous allez le voir, cette affaire dépasse le simple cas de deux otages, elle touche à la diplomatie, aux droits humains et à la montée des tensions entre la France et l'Iran. Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, je remplace Hugo aujourd'hui, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Ça fait maintenant plus de 3 ans que Cécile Collaert, 40 ans, et son compagnon Jacques Paris, 72 ans, sont détenus en Iran. Ils ont été arrêtés en mai 2022 alors qu'ils effectuaient un voyage touristique dans le pays. Cécile Collaert est professeure agrégée de lettres modernes dans les Yvelines, tandis que Jacques Paris est un ancien enseignant de mathématiques et le père de 2 enfants. Jusqu'à il y a quelques jours, les deux Français étaient incarcérés dans la prison d'Evin à Téhéran, la capitale du pays. Cette prison est connue pour être particulièrement dure envers les prisonniers. La diplomatie française a d'ailleurs déjà annoncé des conditions de détention, je cite, assimilables en droit international à de la torture. Pour vous donner une idée, Cécile Collaert était gardée dans une cellule de 9 mètres carrés, sans fenêtre, avec la lumière allumée 24 heures sur 24 et elle dormait sur une couverture au sol. Ils n'avaient le droit qu'à 2 ou 3 sorties par semaine de 30 minutes et les contacts par téléphone avec leurs proches étaient très rares. Mais donc on en avait parlé sur la chaîne, le 23 juin, des bombardements israéliens ont touché la prison, tuant 79 personnes selon l'Iran. Cécile Collaert et Jacques Paris n'ont pas été blessés physiquement par cette attaque. Pour le moment, on ne sait pas dans quelle prison ils sont incarcérés, mais ils pourraient être séparés. Mais alors de quoi sont-ils accusés exactement? Eh bien ce mercredi, on a appris par leur entourage qu'ils seraient inculpés d'espionnage pour le Mossad, donc le service de renseignement extérieur israélien, mais aussi pour complot pour renverser le régime et corruption sur terre. Ce dernier chef d'inculpation est une accusation utilisée par le régime iranien pour désigner toute action perçue comme une menace grave contre l'ordre islamique. A noter que chacun de ces 3 chefs d'inculpation est passible de la peine de mort. Alors jusqu'à présent, les autorités iraniennes s'étaient contentées d'évoquer des soupçons d'espionnage sans préciser au profit de quel pays. En octobre 2022, la télévision iranienne avait diffusé une vidéo sur laquelle on voyait les 2 détenus affirmer être des agents du renseignement extérieur français, mais la France avait dénoncé des aveux forcés et une mise en scène indigne et contraire au droit international. Mais donc désormais, d'après les proches du couple, l'Iran désigne explicitement Israël dans un contexte de tension exacerbée entre les 2 pays qui viennent de signer un cessez-le-feu il y a quelques jours après une guerre de 12 jours. Au moins 6 hommes ont été pendus pour espionnage au profit d'Israël depuis le début du conflit entre Israël et l'Iran, donc depuis le 13 juin, d'après l'ONG Iran Human Rights basée en Norvège, et plus de 1000 personnes ont été arrêtées pour des faits liés à la guerre. Pour le spécialiste du Moyen-Orient Gérard Vespierre, interrogé par la Dépêche, ces arrestations s'inscrivent dans une certaine logique. Montrer que l'Iran traque les espions israéliens et donc que le pays est plus fort que son ennemi historique, Israël. L'objectif en interne serait donc, je cite, de montrer sa fermeté face aux ennemis. Mais il y a aussi une dimension diplomatique. Pour l'Iran, ces détenus deviennent des monnaies d'échange pour faire pression sur la France. En les maintenant dans cette situation, le régime entend dissuader la France de durcir sa position vis-à-vis de l'Iran, notamment sur le nucléaire ou les sanctions, on revient dessus dans un instant. A noter cependant que pour le moment, il n'y a pas eu de confirmation officielle de la part des autorités judiciaires iraniennes concernant ces inculpations qui visent les 2 Français. Selon l'ambassade d'Iran à Paris, l'instruction est toujours en cours, donc l'enquête n'est pas encore terminée et les accusations contre les Français ne sont donc pas encore connues. Mais alors, quelle a été la réponse de la France? Après l'annonce des potentiels chefs d'inculpation qui viseraient Cécile Collaert et Jacques Paris, Emmanuel Macron a dénoncé un choix inacceptable d'agressivité et une provocation à l'égard de la France. Selon lui, il s'agit d'accusations fantaisistes si ce n'était pas criminel. Le président a menacé l'Iran de mesures de rétorsion, donc de sanctions ou de représailles, sans donner plus de détails. Il a aussi annoncé qu'il s'entretiendrait prochainement avec son homologue iranien, Massoud Pezeshkian. En fait, la France dispose de plusieurs leviers pour tenter de résoudre cette affaire. Parmi eux, il y a le snapback, une clause prévue dans l'accord de Vienne de 2015 sur le nucléaire iranien. Cet accord international a été signé par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, dont la France. Il a pour objectif de limiter l'enrichissement d'uranium de l'Iran, l'uranium étant un élément clé pour fabriquer une bombe atomique, et de renforcer les inspections en échange d'une levée des sanctions à l'encontre de l'Iran. Donald Trump s'est retiré de l'accord en 2018. Depuis, l'accord n'est plus pleinement appliqué, mais il existe toujours officiellement. Et donc concrètement, la clause du snapback permet à un pays signataire de l'accord de Vienne de réactiver rapidement toutes les sanctions internationales contre l'Iran s'il viole les termes de l'accord nucléaire. La France pourrait donc utiliser ce mécanisme qui expire le 18 octobre 2025 si l'Iran ne respecte pas ses engagements. Cette option est envisagée parce que l'Iran a arrêté de coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et a recommencé à enrichir de l'uranium à 60%, ce qui dépasse largement les limites fixées par l'accord de 2015. L'Iran, de son côté, continue de nier toute violation majeure du traité de non-prolifération nucléaire et affirme que son programme nucléaire est uniquement un programme nucléaire civil et non pas militaire. La France dispose
aussi de leviers judiciaires internes, 2 ressortissants iraniens sont actuellement détenus en France pour des faits d'apologie du terrorisme. Leur sort pourrait peser dans les négociations à venir, un échange de prisonniers pourrait éventuellement être un moyen pour libérer les 2 Français. A noter qu'entre 2023 et 2025, au moins 5 Français détenus en Iran, après plusieurs mois voire plusieurs années de prison, ont été libérés. Mais Cécile Colère et Jacques Paris sont ceux qui ont été enfermés le plus longtemps, avec plus de 3 ans d'incarcération. Un rassemblement de soutien au couple est prévu ce dimanche à Paris. On continuera à vous informer de la situation. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'Ukraine a subi l'attaque aérienne de la Russie la plus massive depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, selon le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne. Alors plus précisément, l'armée russe a tiré 539 drones et 11 missiles sur le territoire ukrainien, toujours selon l'armée de l'air, notamment en direction de la capitale Kiev où au moins 23 personnes ont été blessées. Le précédent record date de dimanche dernier, lorsque la Russie avait lancé 537 drones et missiles sur le territoire ukrainien. En tout cas, lors d'un appel avec le président des États-Unis Donald Trump ce jeudi, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que la Russie, je cite, ne renoncerait pas à ses objectifs en Ukraine, tout en se disant ouvert à la poursuite des négociations avec l'Ukraine. La Russie réclame notamment à l'Ukraine qu'elle lui cède 4 régions partiellement occupées, en plus de la Crimée qui a été annexée illégalement en 2014, et qu'elle renonce à intégrer l'OTAN, cette alliance politico-militaire d'occidentaux menée par les États-Unis. Sauf que l'Ukraine refuse catégoriquement d'accepter ces conditions. Deuxième actu, toujours au sujet de la Russie, elle est devenue le premier pays à reconnaître officiellement le gouvernement taliban en Afghanistan. Alors si vous n'aviez pas suivi, en août 2021, les talibans, un mouvement islamiste fondamentaliste, sont revenus au pouvoir après avoir renversé le gouvernement en place qui était soutenu par les Occidentaux. Depuis, les talibans imposent à la population une version très austère de la loi islamique et notamment aux femmes qui sont quasiment privées de toute liberté. C'est pour cette raison que la quasi-totalité des États ne reconnaissent pas leur gouvernement. De son côté, la Russie justifie cette reconnaissance en disant qu'elle permettra de donner un nouvel élan au développement de relations bilatérales dans les domaines de l'économie, de l'énergie, des transports, de l'agriculture et des infrastructures. La Russie souhaite aussi renforcer la coopération en matière de sécurité régionale et de lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. En tout cas, le ministre des Affaires étrangères afghan a salué, je cite, une décision courageuse de la Russie qui sera un exemple pour les autres. À noter que la Russie avait commencé à normaliser ses relations avec les talibans. En avril, la Cour suprême russe, donc la plus haute juridiction du pays, avait retiré le mouvement de la liste des organisations considérées comme terroristes par la Russie. Troisième actu, je voulais vous parler d'une nouvelle affaire de détournement financier qui concerne le Rassemblement national et son groupe au Parlement européen, qui est l'une des principales instances de l'Union européenne. En fait, l'ex-groupe parlementaire Identité et démocratie, auquel appartenait le RN, est suspecté d'avoir utilisé de façon irrégulière plus de 4,3 millions d'euros de crédits européens entre 2019 et 2024, selon un rapport de la Direction générale des finances du Parlement européen, révélé ce jeudi par Le Monde et des médias allemands et autrichiens. Alors là, ça ne concerne pas l'enveloppe qui est allouée aux députés européens pour rémunérer leurs collaborateurs, mais des crédits alloués par le Parlement au groupe politique nommé la ligne budgétaire 400, dont l'utilisation est strictement encadrée. Ces crédits doivent être affectés au fonctionnement opérationnel du groupe politique ou à des actions en lien avec les activités politiques de l'Union européenne. Et donc, selon ces nouvelles révélations, une partie importante de ces crédits aurait bénéficié à 2 sociétés e-politiques et unanimes qui sont liées à des proches de Marine Le Pen, à savoir son ex-conseiller Frédéric Chatillon, un ancien chef du GUD, un groupuscule violent considéré comme néofasciste, et à son épouse. Des fonds auraient aussi été redistribués sous forme de dons à des associations comme CATS 64 à Pau, qui a reçu des chèques signés par des eurodéputés RN sans savoir que l'argent provenait de fonds européens. Alors Marine Le Pen a qualifié sur RTL ces accusations de simples désaccords administratifs et a affirmé que tout serait réglé. En tout cas, cette nouvelle affaire intervient quelques mois seulement après l'affaire des assistants parlementaires européens pour laquelle Marine Le Pen et plusieurs cadres du RN ont été condamnés. Quatrième actu, depuis le début de l'année 2025, les actes anti-musulmans sont en très forte hausse selon le ministère de l'Intérieur. Dans le détail, 145 actes anti-musulmans ont été enregistrés durant les 5 premiers mois de 2025 contre 83 sur la même période en 2024. Il s'agit donc d'une hausse de 75%. Les atteintes aux personnes représentent plus des 2/3 des actes anti-musulmans. Concernant les actes antisémites, donc contre des personnes juives, ils restent à un niveau très élevé selon le ministère. Entre janvier
janvier et mai 2025, 504 actes antisémites ont été recensés. Ça correspond à une hausse de 134% par rapport aux 5 premiers mois de 2023, donc avant l'attaque menée par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023 et l'offensive israélienne à Gaza qui a suivi. 64% des actes recensés sont des atteintes aux personnes. Enfin, les actes antichrétiens enregistrés entre janvier et mai ont augmenté de 13% avec 322 actes enregistrés. La majorité concerne des atteintes aux biens. À noter que globalement, tous les actes antireligieux sont sous-déclarés, les victimes ne déposant pas plainte systématiquement. Cinquième actu, les députés ont voté ce jeudi une série de mesures qui visent à faciliter l'embauche des plus de 60 ans, dont la création d'un CDI senior. En effet, pour une personne senior, trouver un emploi peut s'avérer très difficile. En France, c'est d'ailleurs l'un de nos points faibles, a reconnu la ministre du Travail à l'Assemblée nationale. Alors la différence avec un CDI classique, c'est que ce CDI senior est réservé aux chômeurs de 60 ans et plus et qu'il ouvre droit à des exonérations de cotisations patronales pour l'employeur pendant une durée limitée. La ministre a aussi rappelé que le taux d'emploi des plus de 60 ans est de 38% en France, contre 61% en Allemagne et 70% en Suède. Ce sous-emploi constitue, je cite, une injustice, un gâchis humain et un gâchis économique que nous ne pouvons plus accepter ou permettre, a déclaré la ministre. À noter que ce CDI senior a déjà été approuvé par le Sénat et sera déployé à titre expérimental pendant 5 ans après la promulgation de la loi, donc d'ici 15 jours, le temps que le président de la République signe le texte. Sixième actu, et c'est une bonne nouvelle technologie d'IRM qui permet d'obtenir des images plus précises du cerveau chez les enfants vient d'être testée en France pour la première fois. L'IRM, c'est une technique d'imagerie médicale qui permet de visualiser l'intérieur du corps humain. Elle est basée sur l'utilisation de champs magnétiques. Au contraire du scanner, l'IRM ne produit pas de rayons X et n'est donc pas nocif. Et donc dans ce cas précis, il s'agit d'une IRM très puissante à 7 Tesla, les Tesla étant l'unité de mesure utilisée pour évaluer la force du champ magnétique. Pour vous donner une idée, les IRM les plus souvent utilisés ont un champ magnétique qui varie entre 1,5 et 3 Tesla. Alors cet appareil, qui est installé depuis 2008 dans un centre de recherche situé sur le plateau de Saclay dans l'Essonne, était jusqu'ici réservé à l'adulte. C'est la première fois au monde que cette technologie est utilisée chez l'enfant. Grâce à cette IRM, les chercheurs vont donc pouvoir obtenir des images plus précises du cerveau des enfants et donc mieux comprendre certains troubles et maladies du cerveau de l'enfant. Si le sujet vous intéresse, je vous mets des liens en description. Et enfin, dernière actu, c'était les résultats du bac ce vendredi, alors félicitations à tous ceux qui l'ont obtenu. Selon la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, le taux de réussite provisoire est de 85,75% cette année. Il reste donc stable par rapport à 2024 puisque le taux de réussite était de 85,5%. À noter donc que celui-ci est provisoire, il peut encore bouger, notamment après les sessions de rattrapage qui se tiendront du 7 au 9 juillet. Merci Léa pour ces actualités en bref et merci à vous de continuer à suivre ce format. J'en profite pour vous dire qu'on a sorti une nouvelle vidéo sur la chaîne Hugo Décrypte grand format sur comment Hitler est arrivé au pouvoir. C'est absolument passionnant et l'équipe a fait un travail extraordinaire, donc je vous invite à aller la regarder, le lien est en description. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.